Celle dont le grand-père a fait son autoportrait en marqueterie de paille ne pouvait qu'être fidèle et vouloir redonner en son atelier proche des Invalides ses lettres de noblesse à cette marqueterie particulière. Particulière de par le matériau utilisé, particulière de par ses origines. Ces très jolies boîtes en marqueterie de paille ont été réalisées par des bagnards. Mais écoutez Lison de Caunes, la petite fille d'André Groult, le grand-père à l'autoportrait. La marqueterie de paille a toujours été travaillée par des gens un petit peu en marge de la société. Ce qui d'ailleurs a favorisé le fait qu'on la considère comme quelque chose de pas très intéressant. Donc les religieux, les religieuses dans les couvents, qui pour améliorer leur ordinaire faisaient des objets en marqueterie de paille. Et puis toute la population des bagnards. Pendant une grande partie du 19e siècle, les bagnards dans les bagnes de Toulon, de Brest, de Rochefort, du Mont-Saint-Michel ont travaillé la marqueterie de paille. Il y avait des ateliers spécialisés en marqueterie de paille et les coffrets qu'ils faisaient étaient vendus à l'extérieur. Ils n'avaient pas d'outils, ils n'avaient pas de bois précieux, donc ils ont fait avec des outils très rudimentaires, des couteaux, de la colle, un bout de pinceau. Ça suffit. Alors il y a une légende qui dit qu'ils prenaient la paille de leur paillasse et qu'ils la trempaient dans le thé pour la teinter. En fait, moi, j'ai retrouvé des lettres d'un bagnard, donc c'était bien plus organisé que ça. Il y avait des artisans dans les bagnes. À l'époque, les gens savaient travailler de leurs mains. Ils étaient artisans, menuisiers, ébénistes. Et les plus doués, plutôt que d'aller casser des cailloux, ils étaient dans les ateliers. Valérie, quand on aura fini de restaurer ce coffret, on va reprendre la restauration de celui-là qu'on avait commencé. Mais il y a beaucoup de travail. Oui, oui. Il faut reboucher tous les trous, reconstituer le point de Hongrie partout où il manque, nettoyer. Voilà, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il est vraiment joli ce coffret. Il est vraiment magnifique. Est-ce que vous avez trouvé, Lison, dedans une petite lettre d'un bagnard? Non, parce que ça, c'est 17e. En fait, c'est dans les coffrets, là, ce qui est en train de restaurer Valérie, c'est dans ces coffrets-là qu'on trouve le plus souvent des témoignages des artisans, donc des bagnards qui ont travaillé ces coffrets. Et c'est vrai qu'une fois, j'ai trouvé à l'intérieur des petits casiers ici des lettres du bagnard qui expliquait comment il travaillait dans l'atelier qui était à Toulon, donc c'est un bagnard de Toulon, et comment il était en train d'apprendre la marqueterie de paille avec un bagnard qui était là depuis 20 ans et qui faisait des merveilles, dit-il. Donc ces objets sont toujours très émouvants par les traces qu'on trouve écrites comme ça. Vous voyez, il y a des papiers, celui-là est vierge, mais souvent des papiers sur lesquels sont inscrits des papiers registres du bagne sous lesquels il y a marqué évadé, à la chaîne, suicidé, puis avec les belles écritures de l'époque, des chiffres. Donc voilà, c'est des objets qui parlent, en fait. Moi, le fait de les restaurer et puis de retrouver l'histoire de l'objet, oui, c'est une façon de rendre hommage au travail des bagnards et des prisonniers qui ont fait ces objets qui sont magnifiques. Moi, c'est la lumière qui m'a plu dans la marqueterie de paille. Parce que la plupart du temps, les coffrets sont comme ça, un petit peu ternes, un petit peu passés par le temps. Et dès qu'on les ouvre, on a une espèce de magie, un bouquet de couleurs et de scènes naïves, souvent. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a séduit. En dehors de la matière et du plaisir du travail de la matière même, je dirais que c'est la qualité du temps. Apprendre à remonter le temps et à aller contre le temps. Et surtout notre temps actuel où on court. Et ici, on joue contre le temps. Dans ce métier, les mains sont les yeux aussi de l'artisan. On n'a pas nécessairement besoin d'avoir une très bonne vue et puis de s'armer d'une patience inouïe. On est sans cesse dans la caresse, dans le toucher de l'objet, de la matière. On touche beaucoup les mains, les objets. Ouais. Les mains sont le prolongement des yeux. Ouais. Ouais. Surtout en création, on voit si c'est bien fait, on passe la main dessus. Au fur et à mesure qu'on colle la paille, on passe la main pour voir s'il n'y a pas de superposition, s'il n'y a pas de traces de colle. Donc vraiment, c'est vrai que nos yeux sont au bout de nos mains. La marqueterie de paille, vue de loin, ce n'est rien. De la paille, de la colle et quelques instruments. Mais les immenses artisans de l'art déco ont élevé ces quelques accessoires à un très haut niveau de savoir-faire. Tombé un moment en désuétude, il renaît aujourd'hui de par la volonté de Lison de Caunes. Donc vous officiez ici. Alors ici, c'est mon premier atelier. Voilà. Allons-y. C'est là que vous travaillez? Oui, ça, c'est mon coin. Je suis surveillée par mon grand-père ici, qui est un plateau qui n'a pas terminé, mais qui le représente ma grand-mère, Nicole Poiret, Groux, donc qui était sa femme, et leur chien Hop. Donc mon grand-père me surveille. Qui est-ce qui a fait le tableau? Mon grand-père.
C'est autoportrait. Ah, c'est un autoportrait et c'est très ressemblant en plus. C'est ça qui me touche beaucoup. Moi, j'ai fait des études de reliure, de dorure. J'ai pris des cours d'ébénisterie, de marqueterie. Et donc, avec cette technique et ce savoir-faire, je me suis dit, mais il faut que je comprenne comment on fait la marqueterie de paille. Et je me suis aperçue que c'était un artisanat magnifique qui existait depuis le XVIIe siècle, XVIIe, XVIIIe, XIXe, avec des périodes d'oubli. Et puis, la grande période de la marqueterie de paille, l'Art déco. Donc, pendant 20 ans, moi, je me suis vraiment attachée à faire connaître cet artisanat. J'ai d'abord fait des recherches dans toutes les bibliothèques où je n'ai rien trouvé, parce qu'il n'y a rien sur la marqueterie de paille. Donc, heureusement, j'avais les pailles de mon grand-père, et puis j'avais les modèles de mon grand-père. Et puis, à force de faire des recherches, j'ai trouvé que les rempailleurs de chaises utilisaient des pailles de seigle très très longues. Donc, j'ai trouvé le céréalier qui fournissait les rempailleurs de chaises et qui cultive la céréale de seigle à l'ancienne, c'est-à-dire sa paille, elle fait 2,20 m de haut dans le champ, elle est fauchée à la main, elle est séchée sur le champ, retournée au soleil, et puis ensuite, il coupe entre les nœuds et il fait des fagots que vous verrez à côté, qui sont des fagots avec des pailles qui font à peu près 60 cm de long. Je travaille la même technique que celle de mon grand-père. Et la technique de la marqueterie de paille n'a pas beaucoup évolué parce que la matière est la même, à part les cols qui ont changé, les outils sont à peu près les mêmes. On n'a pas d'outil électrique, on a vraiment que la main et l'outil au bout de sa main. Et donc, petit à petit, je crois que j'ai dominé cette technique. Donc 20 ans pour faire sortir cet artisanat de l'oubli. Et puis les 20 années qui me restent, moi j'espère montrer que la marqueterie de paille ne s'arrête pas non plus à cet artisanat et à la période Art déco, mais qu'on peut aujourd'hui faire dans création des choses extrêmement contemporaines. On peut allier la marqueterie de paille avec du verre, avec du métal, avec du bois bien sûr. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec des décorateurs et des designers qui, eux, m'apportent leur savoir-faire de technique de meubles et moi, je leur apporte mon savoir-faire sur la marqueterie de paille. Et puis alors, autre succès, je veux dire, cette technique est enseignée maintenant dans les très très grandes écoles d'ébénisterie comme l'école Boulle et autres écoles. Oui, absolument, grâce à Pierre Ramon, qui était professeur de marqueterie d'ébénisterie à l'école Boulle, qui lui connaissait la marqueterie de paille et qui un jour m'a invité à venir montrer des objets en marqueterie de paille à ses élèves, qui étaient bluffés, qui sont vraiment restés scotchés devant cette technique parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler, qu'ils n'avaient jamais vu d'objet en marqueterie de paille. Donc à la fin de l'année, j'ai eu un stagiaire qui est venu faire son stage de marqueterie de paille et depuis, dans toutes les écoles, en particulier Revel, Saint-Quentin et bien sûr Boulle, toutes les écoles qui enseignent la marqueterie et l'ébénisterie, il y a une section marqueterie de paille. Une des principales qualités de la marqueterie de paille, c'est la façon dont elle accroche la lumière. Donc ce meuble, par exemple, que j'avais trouvé dans la rue, que je trouvais assez joli, je l'ai recouvert entièrement de marqueterie de paille. C'est la même couleur de paille qui est juste plaquée de façon différente, ce qui fait qu'à chaque fois, le motif est créé par le sens de la paille. Et moi je trouve que c'est une des plus belles qualités de la paille. Regardez, c'est les couleurs et la luminosité extraordinaire. Vous savez, la technique est assez simple en fait. Si on est minutieux et si on est exigeant, on arrive assez vite à faire de la marqueterie de paille. C'est une technique qui la passionne encore et toujours et que visiblement elle sait communiquer. Moi, ce qui me plaît particulièrement en fait, c'est que ça accroche la lumière, mais c'est sublime. On met juste la paille. Après, on enlève un petit peu toute la colle qui est dessus et puis c'est bon. Enfin, ça accroche tout de suite la lumière, ça change, ça miroite, c'est superbe, je trouve. J'aime bien travailler la paille. C'est un plaisir de les travailler le matin. Tout a commencé par de la paille droite, puis un jour je lui ai dit mais tout est capable de faire un soleil. Alors elle a dit ah, je sais pas, puis en fait elle a fait un soleil qui était bien réussi et aujourd'hui elle peut même faire des trucs plus compliqués, mais il faut juste avoir confiance en soi en fait pour se lancer dans des décors plus compliqués. On a notre botte de paille qu'on va écraser, donc j'ai un écraseur de paille moi qui m'écrase la paille. Ensuite on trace le motif sur le bois. On en colle le bois, on colle la paille, et comme bien sûr, ça serait trop simple, la paille n'est pas droite, elle est en général plus étroite à une extrémité qu'à l'autre, on recoupe la paille après chaque collage. Et donc là, elle a collé 3 pailles pour faire le rayon du soleil, et puis elle s'ajuste au centre de son soleil, et elle va recouper. Très bien. Voilà, on recoupe, et on enlève le surplus, et on a créé un rayon de soleil. Et puis toujours le plioir pour vraiment écraser la paille sur le bois.
Si on sent des reliefs, c'est que c'est pas bien écrasé et puis que ça risque de se décoller. Donc l'écrasage est vraiment très très important et ça c'est vraiment de l'huile de coude quoi. Il n'y a pas d'autre. De temps en temps on me demande mais pourquoi vous n'avez pas de machine pour faire ça? Ben non, il n'y a pas de machine qui puisse écraser et aplatir la paille sur le bois comme le fait la main de l'artisan. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, donc tu la vois ici oui, aussi. L'un des grands objectifs de Lison de Caunes, c'est de montrer et la modernité de la marqueterie de paille et les passerelles possibles avec d'autres disciplines. Aussi aime-t-elle particulièrement les projets qu'elle travaille avec cette très grande artiste qu'est la designer Maria Perguet. Voilà, la peau jetée sur un... Maria dit que c'était imaginé d'un meuble de campagne. C'est pour ça qu'il n'a pas... Alors que généralement, j'aime bien travailler le métal et trouver plein de dispositions différentes, si je peux dire. Là, en l'occurrence, je me suis interdit de donner une forme à la chaise. Parce que sinon, la valeur de la peau ne comptait pas. Là, il fallait vraiment qu'on comprenne que c'est une peau jetée sur un siège idiot, qui est un siège de campagne. Mais voilà. C'est pas une peau. Bah c'est de non, la paille. C'est un travail de paille extraordinaire. Et quand Maria me dit on va faire une peau de panthère en marqueterie de paille, ça me stimule. Et qu'est-ce qui vous a appris de vouloir plier l'acier, vous? Je suis russe et je suis très fâchée après Staline pour différentes raisons familiales et autres d'ailleurs, et humaines. Et je pense que quelque part, je m'en suis pris à l'acier, parce que l'acier s'appelle donc Staline en russe. Acier, Staline. Ah oui? Oui. Ah, je lui ai fait des grosses misères. Je te le casse et je te le plie, et je te le polis, et je te le scie. Non, je ne sais pas, non, parce que c'est très beau, c'est très magnifiant. Tu as fait ta table écossaise. Ça y est, elle est finie. Elle est finie. Je vais vous la montrer. Voilà, elle bah, est tu finie. vois, Comme un tissu, comme une soie. Voilà. Comme vous. Moi, Voilà, j'ai pas un madras. l'idée de la C'était soie. un madras. Un madras. D'ailleurs, je l'appelle la table basse madras. Madras, voilà. Donc, tu pourrais me faire un truc amusant. Absolument. Comme ça. Wow. Absolument. Bah, ça a été une découverte pour moi. Ça a été une rencontre aussi extrêmement stimulante. Je pense qu'on va avoir quelques bons moments à passer ensemble encore. J'espère vraiment. Oui. Oui, et ça sera chouette parce que je peux te dire que je n'ai pas lambiné. On va beaucoup s'amuser à faire les projets là. Oui. Oui. Et ce qui pourrait être encore plus chouette, c'est que tout un chacun pourra se lancer dans l'aventure. Moi, j'ai créé une association sur la marqueterie de paille qui réunit donc tous les amateurs et les quelques professionnels, parce qu'on n'est quand même pas beaucoup de professionnels dans le monde, hein, on est 5-6 comme ça, avec des brins de paille dans sa cuisine, un scalpel, un réglet et un petit peu de colle. On peut commencer à faire de la marqueterie de paille. Nous, on fait des stages ici, justement, qui ont beaucoup de succès. Une des facilités de cet artisanat, si c'est raté, on décolle et on jette. Si on travaille la feuille d'or, c'est plus compliqué. Vraiment, la marqueterie de paille, dans la mesure où la matière première ne coûte pas cher, quand on rate, on défait et on recommence. Et c'est un maître d'art, membre des grands ateliers de France, qui le dit. Lançons-nous.